Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre de notre première dissémination des données du Round 8 Afrobaromètre au Gabon. Notre dissémination va porter sur 3 thèmes principaux. La perception donc, sur le conflit homme-faune au Gabon, les tolérances sociales et l'identité gabonaise. J'espère que tout le monde parvient à m'entendre. Je vais donc demander, comme je disais tout à l'heure, pour des raisons techniques, de ceux qui n'interviennent pas de pouvoir couper non seulement leur micro, mais aussi leur vidéo. Ce serait beaucoup plus commode pour nous tous. Alors, donc, s'agissant donc de ces données Afrobaromètre, nous aurons dans cette dissémination la présentation qui va être faite par 3 membres du CERGEP. Le CERGEP, c'est le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives de l'Université Omar Bongo que nous représentons. Nous aurons donc 3 intervenants qui vont faire la présentation. Je ferai moi-même, Dr Christian Wali, secrétaire permanent du CERGEP, la première présentation. Ensuite, je passerai la parole à M. Wakongo Zamba Cabrel Boris, qui est notre assistant de recherche au CERGEP. Et le 3e intervenant sera le docteur Ndombi Bouzanga Bertrand Dimitri, qui est l'investigateur adjoint Afrobaromètre au niveau du CERGEP, au niveau du Gabon. Alors, excusez-moi, j'essaie de... Alors, pour la présentation de ce jour, nous allons retenir 16 informations en résumé qui sont très importantes. Sur la connaissance du conflit homme-faune, nous pouvons retenir que plus de la moitié des Gabonais, donc 55% d'entre eux, affirment ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune et associent ce conflit à la destruction des plantations par les éléphants. Concernant la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, les Gabonais confirment leur refus de l'orientation sexuelle homosexuelle à 82%, mais sont très tolérants envers d'autres différences sociales. C'est une confirmation parce que ces résultats avaient déjà été observés au cours des rounds 6 et des rounds 7, c'est-à-dire en 2015 et en 2017, nous le verrons plus en détail tout à l'heure. Pour ce qui est de l'identité gabonaise, eh bien, la très large majorité des Gabonais revendiquent leur identité gabonaise à 48%, ou se sentent à la fois de l'identité nationale et de l'identité ethnique à 31%. Alors, nous sommes donc les représentants d'Afrobaromètre au Gabon. Qu'est-ce que Afrobaromètre? Il faut savoir que Afrobaromètre est un réseau de chercheurs panafricains indépendants qui est à but non lucratif et qui mène des recherches par sondage pour obtenir des données et des expériences sur l'appréciation des Africains relatives à la qualité de la vie, de la gouvernance et de la démocratie dans nos pays. Afrobaromètre a été lancé au cours des années 1999-2001 dans 12 pays et les enquêtes du Round 8 que nous diffusons aujourd'hui sont prévues de se tenir dans 5 pays entre 2019 et 2020. Coupez, s'il vous plaît, coupez vos micros et vos vidéos. Je vous en prie. Merci. L'objectif d'Afrobaromètre est de donner au public une voix dans le processus de prise de décision politique en fournissant des données de qualité, de très haute qualité d'ailleurs, qui permettent donc aux décideurs, aux organisations de la société civile, aux universitaires, aux académiciens de manière générale, à la presse, donc aux médias, aux bailleurs de fonds, donc les investisseurs, ainsi qu'aux populations lambda africaines, la capacité donc d'avoir des analyses objectives sur des questions qui engagent la vie des États. Afrobaromètre a un partenaire national dans chaque pays.
Au Gabon, le partenaire national qui est responsable de la mise en œuvre de l'enquête est le Centre d'études et de recherche en géosciences politiques et prospectives, le CERGEP, qui est un centre de recherche du département de géographie de l'université Omar Bongo. Alors, ici, vous avez une carte qui présente les pays couverts aujourd'hui par le réseau Afrobaromètre. Au Gabon, donc notre pays, nous sommes à la troisième série d'enquêtes qui a commencé en 2015, en 2017 et en 2020. Comment est-ce que Afrobaromètre procède pour collecter ces données? Eh bien, Afrobaromètre procède par un échantillon national représentatif des citoyens adultes. Donc, Afrobaromètre interroge les populations de 18 ans et plus. L'ensemble des répondants sont tirés de manière aléatoire. L'échantillon donc représentatif est distribué sur l'ensemble des provinces, des départements, des communes et des cantons. Et leur représentation est proportionnelle à la taille de la population au niveau national. Chaque adulte, donc, dans le pays, chaque adulte citoyen gabonais est susceptible d'être sélectionné au cours de nos enquêtes. Les interviews au Gabon se font en langue française, puisque c'est la langue qui permet à l'ensemble du pays de pouvoir communiquer. Et les instruments d'enquête d'Afrobaromètre sont standards sur l'ensemble du pays. Ça veut dire que la méthodologie de collecte de données qui est utilisée au niveau du Gabon est la même qui est utilisée dans tous les autres pays. Les questions qui sont posées au Gabon sont les mêmes qui sont posées dans les autres pays, en dehors de ce qu'on appelle les CSQ, c'est-à-dire les questions spécifiques au pays, qui sont de l'ordre de 5. Et justement, la question du conflit homme-faune est une question spécifique qui a été posée au niveau du Gabon. Nous avons donc interviewé 1200 adultes gabonais, qui est donc un échantillon d'une taille avec des résultats qui est d'une marge d'erreur de plus ou moins 3%, avec un niveau de confiance de 95, de plus ou moins 3 et avec un niveau de confiance de 95%. Le travail donc de collecte de ces données pour le terrain du 8e tour a été effectué du 7 au 23 février 2020 dernier. Quelques résultats donc démographiques. Sur les 1200 personnes qui ont été interviewées, nous avons donc 50% de femmes interviewées pour 50% d'hommes également interviewés. Le Gabon étant un pays essentiellement urbain, eh bien, 86% de la population des sondés a été interrogée dans le milieu urbain et 14% dans le milieu rural. Pour ce qui est du niveau d'instruction, nous avons donc à peu près 1% des sondés qui ont déclaré ne pas avoir un niveau d'éducation formelle, 10% ont un niveau primaire, 55% ont un niveau secondaire et 34% ont un niveau post-secondaire. Sur la répartition par religion, eh bien, 81% des sondés ont déclaré se reconnaître donc de la religion chrétienne, 2% ont déclaré être musulmans et 17% des autres religions. Je vais donc donner la parole à Cabral qui va faire la présentation de la question donc, du conflit homme-faune. Merci, M. Wali. Donc, ok, pour des raisons techniques, je vais donc devoir utiliser la caméra de M. Nombi. Ok, alors merci M. Wali.
Donc, s'agissant des résultats sur le conflit homme-faune, alors, les résultats clés indiquent que plus de la moitié des Gabonais, c'est-à-dire 55%, affirment ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune, aussi bien en milieu urbain, c'est-à-dire 55%, qu'en milieu rural, 51%. Et plus les citoyens ont un niveau d'instruction élevé, plus ils ont connaissance de ce conflit. Et parmi les Gabonais qui ont connaissance du conflit homme-faune, on note que plus de 9 sur 10, c'est-à-dire 94%, l'associent à la destruction des plantations par les éléphants. Et que 8 Gabonais sur 10, c'est-à-dire 80%, estiment que l'exploitation forestière et minière sont les facteurs qui aggravent ce conflit au niveau du Gabon. Alors, cette diapositive nous montre la proportion des enquêtés qui ont entendu parler et ceux qui n'en ont pas entendu parler. Et donc, on s'aperçoit bien évidemment, comme on l'a indiqué précédemment, que 55% des Gabonais interrogés disent ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune contre 45%. Allons-y, monsieur Wali. Alors, parmi ceux qui disent ne pas avoir entendu parler du conflit, en regardant notamment par les groupes sociodémographiques, on se rend compte que 55% se trouvent en milieu urbain contre 51% en milieu rural. Une bonne proportion sont de sexe féminin, c'est-à-dire 61% contre 48% pour les hommes. Et plus de 78% n'ont pas d'enseignement formel. Donc, c'est-à-dire moins on est instruit, moins on a connaissance de ce conflit d'usage. Toujours pour analyser ceux qui disent ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune au Gabon, en regardant notamment par province, on s'aperçoit que dans les provinces de Logoué-Lolo, de Logoué-Maritime, de Logoué-Vindo, de Moyen-Logoué et de Haut-Ogooué, les Gabonais disent, pour la majorité d'entre eux, n'avoir pas entendu parler de ce conflit. Mais cette proportion est beaucoup moins importante dans les provinces de l'Est-Tueur, de l'Angouigné, du Wolontem et de l'Anyanga. Contrairement, et lorsqu'on superpose ces résultats sur la moyenne nationale, on s'aperçoit bien évidemment qu'on est toujours à des proportions de 50-55% des personnes qui disent ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune. Alors, à la question de savoir ce que signifie pour vous le conflit homme-faune, on s'aperçoit néanmoins sur les 45% des personnes qui disent d'avoir entendu parler du conflit que 94% d'entre eux associent le conflit homme-faune au fait que les animaux comme les éléphants dévastent les plantations dans les villages. Et qu'à 57% de cet effectif, les Gabonais estiment que ce sont les populations qui sont attaquées par les animaux. Une autre définition attribuée au conflit homme-faune par les Gabonais, c'est le fait que les populations surchassent les animaux dans les campagnes. Donc ici, vous avez les trois différentes définitions que les Gabonais associent donc au conflit homme-faune. Et à la question de savoir ce qui favorise ce conflit d'usage au Gabon, on s'aperçoit que sur l'effectif, notamment de ceux qui ont dit avoir entendu parler, qu'ils associent premièrement le conflit homme-faune aux facteurs anthropiques, c'est-à-dire à 80%, le conflit homme-faune est dû à la déstabilisation des forêts par l'activité économique, notamment l'activité forestière et minière, et qu'à 49%, le conflit homme-faune est lié au fait que les villageois font leur activité dans les airs, c'est-à-dire les milieux d'habitation de ces espèces animales-là. Mais également, ils estiment aussi qu'il y a des facteurs naturels qui sont pour la plupart liés à la présence des parcs nationaux, donc à la mutation d'un certain espace territorial en zone de conservation à 36%, mais également à la prolifération de certaines espèces incriminées. Donc, on est là donc dans le fait que certaines espèces incriminées ont certainement plus de volume, ce qui explique dans certaines zones rurales que ce conflit prend plus de l'ampleur. Donc, en gros, on a essayé de résumer les différents résultats sur la perception du conflit homme-faune au Gabon. Et je pense que lors des échanges qu'on aura tout à l'heure, on pourra revenir sur certains aspects et apporter un peu plus de précision.
Maintenant, je vais passer la main à M. Ndombi pour la suite de nos interventions concernant l'intolérance vis-à-vis des homosexuels au Gabon. Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter les résultats relatifs donc à l'intolérance des Gabonais vis-à-vis de l'homosexualité. Comme le disait Dr Wali Wali tout à l'heure, il y a une tendance donc à la constance de l'opinion gabonaise par rapport à l'homosexualité, c'est-à-dire le rejet ou l'intolérance à cette homosexualité à 82%. Autrement dit, plus de 8 Gabonais sur 10 disent être intolérants par rapport à l'homosexualité. Cette désapprobation est plus importante effectivement chez les citoyens les plus âgés, donc par rapport à ceux qui sont de la tranche d'âge de 18 à 25 ans. L'intolérance envers les homosexuels contraste largement avec la réceptivité par rapport aux autres différences sociales, c'est-à-dire par rapport à l'ethnie. Il y a une acceptation des différences ethniques de 97%, des personnes de religions différentes 95%, d'opinions politiques différentes de la nôtre 88%, et par rapport aux immigrés ou aux travailleurs étrangers 86%. Déroulé. Alors, donc, la tolérance envers un voisin homosexuel s'exprime effectivement dans les mêmes scores que l'intolérance vis-à-vis d'abord de l'homosexualité, c'est-à-dire que les Gabonais, par rapport à l'acceptation d'un voisin homosexuel, disent non à 82%, alors que 11% disent être indifférents par rapport à cette question-là, et 7% expriment effectivement une négation tout à fait prononcée donc, par rapport à avoir un voisin homosexuel. Alors, sur cette opinion par rapport au groupe socio-démographique, ce qu'on peut bien constater, c'est que, quelle que soit la tranche d'âge, les Gabonais s'expriment largement intolérants par rapport à l'homosexualité. Et on le voit bien pour la tranche d'âge de 18 à 25 ans, le score est déjà à 77%, et pour les plus âgés, elle est à 80%, sinon 91% pour les 56-65 ans. Et quel que soit le milieu de vie, que l'on soit dans le rural ou dans l'urbain, à plus de 80%, les Gabonais expriment leur intolérance par rapport à l'homosexualité. En plus, au regard donc du niveau d'instruction, là aussi, quel que soit le niveau d'instruction, que l'on ait ou non une formation formelle, un enseignement formel, bénéficier d'un enseignement formel, on voit bien que ceux qui n'ont pas reçu l'instruction formelle s'expriment à 67% négativement par rapport à l'homosexualité. Et dans la tranche intermédiaire, les deux tranches intermédiaires, primaire et secondaire, c'est à plus de 82% que les Gabonais s'expriment de façon négative par rapport à l'homosexualité. Comparativement aux autres pays qui ont participé à l'enquête 2019-2020, on peut voir que le Gabon ne s'exprime pas de façon particulièrement différente que les autres pays, à la différence de l'Angola, du Botswana, de la Namibie et du Cap-Vert, où les scores avoisinent les 50%, sinon très marqué au niveau du Cap-Vert avec 18%. Donc, on peut dire près de 82% de tolérance au Cap-Vert. Mais le Gabon s'exprime quasiment dans les mêmes proportions que les autres pays, même si on peut voir que le Malawi est très marqué dans cette intolérance avec un score de 94%.
Alors, qu'est-ce que l'on peut observer sur la moyenne durée? Une moyenne durée qui va de 2015 à 2020. Ce qu'on peut observer, c'est que les Gabonais s'expriment tendanciellement dans le même sens, c'est-à-dire très intolérants par rapport à l'homosexualité. Donc, on observe en 2015 un score de 83%, en 2017, 79%, pour remonter en 2020 à 82%. Donc, on peut dire que cette opinion plutôt négative par rapport à l'homosexualité est plutôt stable dans le corps social gabonais. Déroulé. Alors, quand on compare l'acceptation des autres différences sociales et l'expression par rapport à l'homosexualité, nous observons ceci. Nous observons que par rapport donc à la différence ethnique, les individus s'expriment plutôt positivement quant à la différence ethnique, donc 75%, alors que 22% dans le même groupe, pour la même question, disent être indifférents par rapport aux différences ethniques. Sur les pratiques religieuses, on voit bien que 70% des Gabonais s'expriment de façon tolérante face à la différence religieuse et 25% disent être totalement indifférents à la question. Quant à la différence des opinions politiques, 57% des Gabonais disent accepter la différence politique, donc l'opinion politique, et 31% disent être indifférents à cette question-là. Sur la différence du point de vue de l'immigration, donc les immigrés ou les travailleurs étrangers, les Gabonais sont plutôt tolérants, donc acceptent cette différence-là à 56%, quand 30% des Gabonais disent être totalement indifférents à cette différence. On voit donc bien que entre les différences sociales autres que l'homosexualité, les Gabonais s'expriment totalement dans deux sens différents, c'est-à-dire intolérants par rapport à l'homosexualité, alors qu'ils acceptent clairement les autres différences sociales liées à l'ethnie, à la religion, à l'opinion politique ou à la différence du point de vue de la nationalité. Déroulé. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir assez brièvement de la question donc de l'homosexualité au Gabon, une tendance plutôt stable à l'intolérance, à la pratique homosexuelle, donc un score largement au-dessus de 80% sur la moyenne durée entre 2015 et 2020. Docteur Wali Wali, vous avez la parole. Ok, merci Dr Lumbi. Donc nous allons poursuivre notre échange maintenant sur la question donc, des identités au Gabon. Nous pouvons retenir simplement que les Gabonais revendiquent leur attachement à l'identité nationale, mais sont méfiants vis-à-vis des autres. Les principaux résultats que nous pouvons retenir, c'est que la moitié des Gabonais, donc 48%, se revendiquent totalement de leur identité nationale et le tiers, 31%, s'identifient à la fois de leur identité nationale qu'à celle de leur groupe ethnique ou culturel. Plus de la moitié des Gabonais, de la population gabonaise, affirment que leur groupe ethnique ou culturel a subi quelquefois, à 34%, ou bien souvent, à 21%, un traitement injuste par le gouvernement. Seulement 43% des répondants disent qu'il y a plus qui unit les Gabonais que ceux qui les divisent. Par ailleurs, près de 9 Gabonais sur 10 à 87% pensent qu'il faudrait être méfiant en ce qui concerne les relations avec les gens. Et simplement, des minorités de population affirment avoir été traitées injustement par le gouvernement à cause de leur situation économique, 42%, de leur religion, 19%, et de leur origine ethnique, 32%. De manière globale, on voit bien que 48%, donc c'est ce que je disais tout à l'heure et le graphique le confirme,
48% de Gabonais affirment se sentir uniquement Gabonais et 31% se sentent autant Gabonais que leur groupe ethnique ou culturel. Si on fait une comparaison avec les données de 2015 et 2017, on voit bien que la tendance sur cette appartenance identitaire nationale et à la fois nationale et du groupe ethnique et culturel reste la même, même si, là, en termes de proportion, on voit bien qu'il y a un léger recul pour ce qui est de l'affirmation à l'identité de se sentir uniquement gabonais, mais il y a une croissance donc de se sentir à la fois autant gabonais que du groupe culturel auquel on appartient. Sur le traitement, on voit quand même qu'il y a, si on combine ceux qui disent avoir été dans leur groupe, avoir été quelquefois ou souvent traités injustement à 34 et 21%, il y a quand même la moitié des sondés à 45% qui disent n'avoir jamais observé un traitement injuste de leur groupe culturel. Pour ce qui est de l'unité du pays, comme je disais tout à l'heure dans les principaux résultats, 57% des enquêtés affirment qu'il y a beaucoup ou quelque peu de choses, beaucoup plus qui divisent aujourd'hui la population plutôt que ce qui les unit. Alors, par rapport à la confiance aux autres, 87%, ce qui est près de 9 Gabonais sur 10, affirment donc être méfiants à l'égard des autres personnes. Mais on voit bien, lorsqu'on regarde maintenant sur l'expérience de traitement, qu'au fond, presque tous les Gabonais, pratiquement essentiellement la très large majorité, affirment ne jamais être traités injustement, aussi bien du fait de leur situation économique, de leur appartenance religieuse que de leur origine ethnique. Donc, nous pouvons retenir de manière globale sur cette présentation qu'une large majorité des Gabonais n'ont pas connaissance du conflit homme-faune et nous avons vu que cette méconnaissance, ou du moins, est presque identique aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Mais pour ceux qui ont connaissance de ce conflit, eh bien, celui-ci est connoté à la destruction des plantations par les animaux, particulièrement les éléphants. Et aussi, ces derniers affirment que l'exploitation forestière et l'exploitation minière aggravent le conflit homme-faune par rapport aux autres facteurs qui sont parfois indiqués par la population. S'agissant donc de la question de l'homosexualité, on a vu que les Gabonais, les citoyens gabonais confirment leur intolérance envers les personnes homosexuelles à 82%, tout en montrant leur acceptation d'autres différences sociales. Et sur les identités, nous retenons que les citoyens gabonais revendiquent leur identité nationale, même s'ils estiment que les choses qui les divisent sont plus importantes et affirment manquer de confiance envers les autres personnes. Donc, nous arrivons au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre attention. Et donc, comme il est de coutume dans cette communication Afrobaromètre, nous allons ouvrir la parole pour que les uns et les autres puissent intervenir pour des commentaires, pour des questions, peut-être pour des précisions. Alors, nous allons donc... voilà, je vais être le modérateur de cet échange et je vais donc proposer que s'il y a quelqu'un qui souhaiterait poser une question, apporter une question, sollicite la parole et je me ferai le plaisir de la lui transmettre. Merci.
Merci bien, Christian. Donc, tous ceux qui veulent poser une question ou bien faire un commentaire, vous pouvez tout simplement activer votre micro ou bien utiliser le chat box, nous envoyer un message. Merci à vous. Il n'y a pas d'intervention? J'interpelle particulièrement tous les journalistes qui sont connectés. Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur Christian, c'est Pierre Simba Cédric. Pierre Simba Cédric, ok, d'accord, allez-y. Donc, j'ai une question sur la question de l'identité gabonaise. Et donc, j'ai assisté il y a quelques mois à une soutenance de thèse d'un jeune Gabonais à Grenoble. Et sa thèse portait sur les questions d'identité. Et donc, il questionnait le rôle de la télévision gabonaise sur la construction de l'identité nationale au Gabon. Et donc, ma question, c'était de savoir, est-ce qu'au Gabon, on peut réellement parler d'une identité gabonaise ou plutôt des identités? Et si on peut parler d'une identité gabonaise, quels sont les éléments autour desquels cette identité-là se construit? Ok. Ousmane? Oui. Quelle est la procédure? On répond directement ou bien on compile une série de questions? Oui, s'il y a d'autres questions, vous pouvez prendre une série de questions et puis après. Okay. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis Estelle Envan, journaliste. S'il vous plaît, Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Juste demander aux autres qui n'interviennent pas de couper leur micro, s'il vous plaît, pour qu'on s'entende mieux. Madame Envan, vous pouvez y aller. Merci, bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour vous, notamment par rapport aux données sur l'homosexualité, sachant bien sûr que le débat, il est toujours d'actualité. Mais j'aimerais notamment savoir quels ont été vos principaux outils pour avoir ces résultats, sachant que nous sommes quand même on va dire, il y a une crise sanitaire qui fait en sorte que les mouvements ne sont pas assez fréquents. Quels ont été les principaux outils qui ont été utilisés par Afrobaromètre cette fois-ci? Comment est-ce que vous avez travaillé pour vous adapter durant cette crise sanitaire? Parce que je sais que Afrobaromètre, le plus souvent, vous allez dans les localités, au contact des personnes directement. Comment est-ce que vous avez procédé cette fois-ci? Merci. Merci, Madame Envan. Une autre question? OK. Peut-être que certains autres pourront intervenir après, puisque le début est toujours un peu laborieux. Alors, je vais peut-être apporter déjà des réponses à ces deux questions, mais j'indique aussi que cette discussion
généralement, comme vous le savez, pour les données Afrobaromètre, n'est pas directement lié au CERGEP et à ceux qui posent des questions. C'est un débat ouvert. Donc, si nous vous apportons des précisions sur la méthodologie de collecte de données, sur comment nous avons peut-être élaboré le questionnaire, ça c'est. Mais sur les questions qui peuvent être beaucoup transversales, s'il y a quelqu'un qui est en réunion avec nous et qui peut avoir une contribution, n'hésitez pas à le faire. Je vais commencer par répondre à la deuxième question. Posée par Madame Anvam, qui demandait comment est-ce que nous avons fait pour collecter les données au regard de la crise sanitaire actuelle. Eh bien, sur cette question, la réponse, elle est très simple. J'ai indiqué tout à l'heure que nous avons collecté les données Afrobaromètre du 7 février et du 7 au 23 février 2020. Si vous vous souvenez bien, le premier cas déclaré de Covid au Gabon date du 12 mars 2020. Ce qui fait que, on va dire que nous avons eu beaucoup de chance de pouvoir aller sur le terrain à peu près 2-3 semaines avant que nous ne puissions, que le Gabon ne connaisse le premier cas déclaré de Covid. Et donc, nous avons été, comme d'habitude, effectivement, nous avons parcouru l'ensemble du pays pour pouvoir collecter ces données. Vous voyez la photo d'ailleurs qui est diffusée, que je partage avec vous là. C'est l'une des photos prises sur le terrain parce que c'était, je crois que c'est l'équipe qui allait à Yétou. Hein, pour ceux qui connaissent un peu le Gabon, vous pouvez imaginer la qualité de la route de Yétou. Eh bien, lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous avions rencontré des difficultés parce qu'il y avait des arbres qui étaient tombés complètement sur la route et qui ne permettaient pas le passage. Bon, on a dû négocier avec les députés sur place pour pouvoir nous permettre d'accéder. Bon, bref, ceci c'est pour vous dire que, en fait, nous avons utilisé la méthode habituelle de formation ici à Libreville des agents enquêteurs pendant une semaine et ensuite nous avons déployé les équipes sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir collecter ces données. Donc, ces données ont été collectées avant qu'il n'y ait la crise sanitaire déclarée au niveau du Gabon et que le gouvernement ne prenne les mesures de restriction donc des rassemblements et des déplacements sur le territoire. Donc, ce sont des données qui ont été collectées directement auprès des populations gabonaises. Alors, s'agissant de la question des identités, je voudrais dire à Cédric que, au fond, cette question, elle est... Alors, il faut aller dans une discussion qui est beaucoup plus large. La question en elle-même, et je crois que vous l'avez brossé plus ou moins dans votre question, c'est qu'est-ce qu'une identité? Qu'est-ce qui fait que dans un pays, eh bien, qu'il y ait déclinaison où que les gens se sentent appartenir à cette identité? On est là dans toute la discussion et toute la problématique liée à, comment on appelle, à la construction de la nation. Vous savez bien que dans nos États africains, dans nos pays africains, je voudrais dire qu'il est admis que les États ont été construits, mais que les nations sont aujourd'hui encore en construction. Ce d'autant plus que nous sommes dans des États avec des groupes, avec une multiplicité de groupes ethniques. Donc, toute la question est, est-ce que nous sommes des États mono-identitaires ou multi-identitaires? Moi, j'ai envie de vous faire une réponse qui est simple. C'est que, en réalité, l'identité, c'est se sentir appartenir à un élément. Cet élément, si ça peut être par exemple le groupe ethno-linguistique. Mais partons du principe qu'au Gabon, nous n'avons pas un seul groupe ethno-linguistique, ça veut donc dire que ce n'est pas ce qui construit
ce ne seraient pas ceux qui construiraient l'identité ou la nation gabonaise. Ça veut donc dire que si les enquêtés affirment appartenir à l'identité gabonaise, et c'est intéressant de regarder la proportion de ceux qui disent se sentir à la fois à l'identité, se reconnaître à l'identité gabonaise et se reconnaître à l'identité de leur groupe ethnique ou de leur groupe culturel. Moi, je pense que justement, l'identité ou les identités gabonaises peuvent se saisir à partir de ce qui est décliné comme étant les différences sociales. Si nous sommes, moi je me sens gabonais, et que je pense qu'en étant gabonais, Vous avez coupé votre micro. Mon micro était coupé, j'ai l'impression. J'espère que là, vous m'entendez mieux. Donc, j'étais en train de répondre que, au fond, je pense que ce sera difficile pour notre pays de définir une identité nationale. Il y a des identités, mais que ceux qui affirment appartenir à l'identité gabonaise se reconnaissent ou déclinent certainement eux-mêmes des différences sociales acceptables qui leur permettent finalement, probablement, de se sentir appartenir à un creuset commun et des valeurs communes qui sont les valeurs gabonaises. Je fais exprès de donner une réponse comme celle-là pour ne pas vous donner l'impression d'avoir une réponse absolue sur ce que serait l'identité gabonaise. Je pense, à mon avis, que chacun de nous, en tant que Gabonais, peut se reconnaître dans certaines valeurs qui définissent justement la nation gabonaise. Ces valeurs peuvent être des valeurs institutionnelles, ces valeurs peuvent être des valeurs culturelles, ces valeurs peuvent être toute autre chose, mais à mon avis, il serait difficile aujourd'hui au Gabon de dire que l'identité gabonaise ne serait que définie par un seul élément qui serait constitutif de cette identité. Si quelqu'un d'autre a une intervention à ce propos, ben je laisse la parole pour pouvoir permettre aux autres d'intervenir. Christian, pour permettre aux participants qui ont rejoint, qui viennent de rejoindre, de mieux comprendre ce qui, en fait, les présentations, pouvez-vous faire peut-être en 2 minutes les points saillants de ce qu'on peut retenir sur les données concernant les 3 thématiques que sont l'homosexualité, le conflit homme-faune et les identités. Juste peut-être données phares ou bien 4 données phares pour permettre aux participants d'être au même niveau concernant les résultats. Merci. Merci Ousmane. OK. Ce qu'il faut retenir de manière, bon, pour ceux qui nous prennent peut-être en cours, il y a quelques éléments donc, sur le conflit homme-faune. Ce qui est important à retenir, c'est que dans les enquêtes Afrobaromètre, donc les sondés que nous avons pu avoir, plus de la moitié disent ne pas avoir entendu parler du conflit homme-faune. Vous permettez une parenthèse pour dire quand même que probablement que la notion de conflit homme-faune n'a pas peut-être toujours été bien saisie par les enquêtés. Peut-être que si on avait parlé du conflit hommes-animaux, cette proportion serait beaucoup plus importante. La preuve, c'est que lorsqu'on regarde les données démographiques, on se rend compte que ceux qui disent avoir entendu parler
du conflit homme-faune le plus important sont des personnes qui ont un niveau d'instruction le plus élevé. Et donc, ça c'est la première information à retenir. La deuxième information, c'est que parmi ceux qui ont entendu parler du conflit homme-faune, eh bien, beaucoup assimilent ce conflit à la destruction des plantations par les animaux, particulièrement par les éléphants. Troisième information sur le conflit homme-faune à retenir, c'est que les populations affirment que l'exploitation minière et l'exploitation forestière aggravent ce conflit homme-faune comparativement aux autres indicateurs, comme par exemple la présence des parcs nationaux dans ces zones. Pour ce qui est de la dépénalisation, donc la question de l'homosexualité, les résultats Afrobaromètre 2020 confirment une tendance qui a déjà été observée en 2015 et dans les données de 2017, c'est que les Gabonais, de manière globale, sont intolérants vis-à-vis de la question de l'homosexualité, alors qu'ils acceptent volontiers toutes les autres différences sociales. Et nous avons vu que le Gabon, sur cette question, se situe dans le pôle supérieur des autres pays dans lesquels Afrobaromètre a déjà mené des enquêtes du round 8 et montre que le Gabon est dans la tranche donc supérieure de ceux qui sont intolérants vis-à-vis de cette catégorie de population. Et l'autre indicateur, c'est que les populations les plus âgées sont beaucoup plus intolérants vis-à-vis de cette catégorie de population que les jeunes de 18 à 25 ans. Sur la question des identités, eh bien, les Gabonais montrent leur attachement à l'identité, donc à leur appartenance à l'identité gabonaise et aussi leur appartenance à la fois à l'identité gabonaise tout en revendiquant aussi leur appartenance à l'identité culturelle de leur groupe ethnique. Donc, je pense que globalement, ce sont les principales informations que nous pouvons retenir des données que nous publions aujourd'hui. Donc, si d'autres participants ont des interventions, je crois que nous pouvons continuer l'échange. Il y a une question de la part de Fa, donc si elle peut prendre la parole, sinon je peux relayer aussi la question. Elle dit, vous dites avoir mené ces études en février dernier. Quelles ont été vos motivations, notamment pour l'homosexualité, sachant que c'est récemment que cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon? Je n'ai pas bien entendu la question. Alors, Fa, elle pose la question en disant, vous dites avoir mené ces études en février dernier. Quelles ont été vos motivations, notamment pour l'homosexualité, sachant que c'est récemment que cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive au Gabon? D'accord, ok. Alors, la réponse, elle est simple. J'ai indiqué tout à l'heure que les outils Afrobaromètre, ce sont les mêmes outils utilisés dans tous les pays dans lesquels Afrobaromètre mène des enquêtes. Ce sont des outils standards. En fait, l'idée d'avoir une standardisation des outils, c'est de pouvoir faire des études comparatives, non seulement sur la durée dans un même pays, mais également de pouvoir comparer les résultats d'un pays à un autre. Vous avez vu que dans la publication des données, attendez que je revienne, vous voyez dans la publication de ces données, vous voyez par exemple que sur l'intolérance envers les homosexuels, eh bien nous avons fait une comparaison par rapport aux autres pays africains, donc dans 17 pays africains dans lesquels Afrobaromètre a pu déjà intervenir pour le compte du round 8. Eh bien, ceci pour vous dire quoi? Ceci pour vous indiquer que les questions, le questionnaire Afrobaromètre est un questionnaire qui est standard à tous les pays
dans lesquels le réseau Afrobaromètre collecte ces données. Donc, la question sur l'homosexualité, lorsque nous l'avons interrogée en février 2020, elle n'était pas liée spécifiquement pour le cas du Gabon, mais c'est une question qui est posée et qui sera posée sur l'ensemble du réseau Afrobaromètre. Donc, cette question sur l'homosexualité n'était pas spécifique au Gabon. Maintenant, il se trouve que nous avons collecté les données et qu'effectivement, s'est posé un débat national sur la question de l'homosexualité au Gabon. Eh bien, ce que nous faisons, puisque nous vous indiquons que le rôle d'Afrobaromètre, justement, c'est de pouvoir collecter les données objectives qui permettent donc d'avoir des discussions scientifiques, de qualité scientifique acceptables par tous. Et donc, en tant qu'universitaires, nous avons donc simplement regardé dans le débat national actuel sur la question de l'homosexualité, quelle est l'opinion des Gabonais sur cette question. Et il se trouve que cette question fait partie du questionnaire Afrobaromètre et dont les résultats ont été collectés en février 2020. C'est pour cela que nous les présentons aujourd'hui. Mais je voudrais répondre aussi à Fa, je pense, qui a posé la question que, vous voyez, au-delà de la question de la comparaison avec les autres pays, vous voyez bien qu'il y a une étude comparative qui est faite aussi au niveau du Gabon en 2015, en 2017. Ça veut dire qu'en 2015, cette question avait déjà été posée aux Gabonais, mais qui a été posée sur l'ensemble des pays Afrobaromètre. En 2017, pour le rendre cette question avait déjà également été posée. Et cette question est revenue dans le round 8 en 2020. Ce qui permet donc, dans la durée, de voir l'évolution donc de l'opinion des Gabonais sur cette question. On voit bien que cette opinion reste pratiquement stable de 2015 à 2020. Donc, pour répondre à ça de manière définitive, il n'y avait pas une motivation spécifiquement nationale lorsque cette question a été posée. C'est une question qui fait partie des outils posés par Afrobaromètre sur l'ensemble du réseau Afrobaromètre. Docteur Wali Wali. Docteur Wali Wali. Oui, je t'écoute. Je lève la main. Juste pour nous excuser, Cabral et moi, Wakongo et moi, pour la simple raison que nous avons eu un problème technique, donc nous avons dû nous reconnecter pour reprendre les débats. Probablement, nous avons manqué beaucoup de questions, mais nous pouvons compter sur l'assistance pour avoir apporté probablement des réponses. Je vois bien que le chat a remonté une question sur le braconnage par M. Ambouroué Gassien. Le braconnage serait-il l'un des facteurs principaux? D'accord, l'un des facteurs principaux, je n'ai plus la question. Elle a défilé. Donc, voilà, si M. Wakongo peut esquisser une réponse dans ce sens. OK. M. Olé. Allez-y, Cabral, allez-y. Votre micro est fermé, Cabral. Oui, c'est bon. Alors, à la question de savoir si le braconnage serait-il un des principaux facteurs du conflit homme-faune, bon, en se basant sur les différentes réponses qui ont été apportées par les Gabonais qui ont été interrogés sur la question, effectivement, le braconnage n'apparaît pas comme l'un des facteurs qui favorisent le conflit, mais plutôt comme l'une des définitions. Je pense que c'est la diapositive précédente. Si M. Wali peut revenir rapidement. Voilà, c'est cela.
Voilà. Donc, vous voyez que sur la signification du conflit, les Gabonais associent par contre le braconnage, c'est-à-dire la surchasse des animaux, comme étant l'une des définitions du conflit homme-faune. Maintenant, si il faut approfondir le débat, effectivement, parmi les facteurs principaux, on peut bel et bien compter le braconnage, puisque c'est bel et bien le sentiment d'insécurité des espèces incriminées qui fait que la recherche des nutriments entraîne souvent des conflits d'usage sur certains territoires. Donc, effectivement, pour répondre à la question de la dame, je pense Madame Ambo, ouais, effectivement, en élargissant le débat et en approfondissant certains aspects, on peut bel et bien considérer le braconnage comme l'un des principaux facteurs qui aggrave le conflit homme-faune au Gabon. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou bien s'il y a d'autres aspects complémentaires, je peux en revenir. Merci, Cabral. Bon, s'il y a besoin de précision, je pense que celui ou celle qui a posé la question pourra intervenir à nouveau. D'autres interventions? Bonjour Christian, c'est Hervé depuis Cotonou. Il y a une question de Komi, donc je ne sais pas si Komi va prendre la parole. Ousmane, Oui. on va prioriser celui qui est en direct qui vous pourrait poser la question. Je vois monsieur Hervé Joël, je pense. D'accord. Donc, bonjour à tous et je remercie l'équipe du CRG pour cette brillante présentation. Il y a une question qui a quand même attiré mon attention et au niveau des questions d'identité. Et je me posais la question sur le dernier point. Près de 9 Gabonais sur 10 pensent qu'il faudrait être méfiant en ce qui concerne les relations avec les gens. C'est relativement, à mon avis, même assez bizarre concernant, quand on regarde par rapport au premier résultat, où la moitié des Gabonais se sentent plus Gabonais, donc on sentait qu'il semblait y avoir une identité gabonaise. Et finalement, les gens, malgré ça, ne se font pas confiance. Et ça me paraît un peu bizarre. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et est-ce que cela n'aura pas ça ne sera pas un véritable frein à la construction non seulement d'une nation gabonaise, mais également du développement? Parce que sans confiance en l'autre, il est difficile d'entreprendre. Il y a beaucoup de conséquences qui découlent de ce manque de confiance à l'autre. Et je ne sais pas si vous pouvez expliquer, ou au fait brosser ce qui pourrait expliquer ce phénomène. Merci. Bien, merci Hervé. Je vous avoue que effectivement cette donnée, moi-même interrogé, mais je fais le pari de considérer que l'identité nationale et l'identité gabonaise telle qu'elle est affirmée et qui reste une constante depuis 2015 demeure la motivation la plus importante des citoyens. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Je crois que, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours difficile d'apporter des réponses à des opinions de cette nature. Mais on peut essayer de comprendre. On peut essayer de comprendre. La première question, c'est pour comprendre, est-ce que lorsqu'on dit les gens vis-à-vis des gens, est-ce que c'est immédiatement l'ensemble de la population ou bien c'est lié au fait que, et ça c'est dans la réflexion qui est la mienne, je crois qu'il peut y avoir de cela, c'est que nous traversons une crise quand même économique et une incertitude, parfois une perception d'incertitude qui n'est peut-être pas toujours justifiée, mais dans la perception, une perception d'incertitude, d'avenir qui peut peut-être
amener les uns et les autres à se demander si il faut toujours avoir une confiance totale et absolue en l'autre. Je m'explique. Dans une période de crise économique, chacun essaie de trouver le meilleur pour lui-même, essaie de comprendre ou de savoir comment est-ce qu'il va faire pour demain. Et donc, l'autre peut se positionner comme étant un facteur. Je ne sais pas si le terme il est le bon, mais je le dis, peut-être que ce ne sera pas le bon, on pourra me corriger. L'autre peut peut-être se positionner comme étant un concurrent et donc être vu comme un potentiel facteur qui peut-être serait un obstacle pour moi dans ma construction et dans mon évolution. Je ne sais pas. Honnêtement, je pense qu'à ce niveau, il va falloir mener une étude plus approfondie, peut-être aller collecter des données beaucoup plus importantes pour essayer de comprendre ces facteurs. Et d'ailleurs, je profitais que j'en appelle un peu à tous les partenaires internationaux et étatiques qui sont en réunion avec nous pour dire que voilà une question importante sur laquelle il faut peut-être mener des études plus poussées et qui permettrait donc d'avoir des résultats beaucoup plus probants pour comprendre justement ces phénomènes-là. Donc, c'est un appel que je lance à tous nos partenaires du système des Nations Unies qui sont connectés avec nous, des partenaires de l'État, donc du gouvernement qui sont aussi connectés avec nous, peut-être pour leur dire notre disponibilité en tant que CERGEP de pouvoir poursuivre spécifiquement justement des réflexions et des études sur des problématiques de cette nature. Mais j'avoue qu'à ce stade, je n'ai pas une réponse tout à fait arrêtée sur ce qui pourrait expliquer peut-être cette nuance, à défaut de dire cette contradiction. Docteur Aliwali. Oui, pour peut-être ajouter. Si tu peux avoir la parole. Oui, peut-être ajouter ceci. Là, nous avons, du fait de la configuration de l'enquête Afrobaromètre qui cherche la comparaison entre les différents pays participants à cette enquête, à ces différents rounds-là, il faut dire que la question qui est posée ici, effectivement, par Hervé, commande d'aller voir maintenant au niveau national, au niveau situé donc, de chaque pays, quels sont les leviers qui pourraient expliquer ceci ou cela. Et là, forcément, il y a des éléments spécifiques qui font la particularité. Et donc, puisque l'identité appelle la spécificité, la spécification, donc à ce moment-là, considérons les données Afrobaromètre du point de vue de leur ampleur statistique comme des indicateurs qui nous commandent d'aller approfondir nos recherches sur le terrain et donc d'aller chercher finalement sur quel levier, qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre, mais sur quel levier se joue finalement l'identité nationale ici, la référence au pays, la référence à la gabonité. Donc, qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui est central, qu'est-ce qui ne l'est pas, donc sur quel levier, sur quel facteur se joue ou se construit cette identité-là. Et peut-être qu'il y a des nuances pour voir que les identités sont effectivement plurielles. Donc, à l'heure actuelle, là, il faut dire que nous avons des indicateurs très pertinents, très probants, qui montrent bien qu'il y a une question à résoudre, celle de pouvoir expliquer ces contradictions, mais qui sont peut-être simplement apparentes. Ces contradictions-là doivent pouvoir nous interpeller et appeler au premier chef les gouvernants, mais aussi les partenaires au développement, tels que l'indiquait Dr Aliwali tout à l'heure, qui contribuent à construire effectivement la paix dans le monde, parce que la question de l'identité implique plus ou moins, sinon de façon centrale, la question de la paix et donc dans les pays. Donc voilà un peu ce que je pouvais ajouter à ce niveau-là.
Merci. Bien, merci. Ousmane, je vous avais interrompu pour une question tout à l'heure. Oui, effectivement, il y a Komi qui avait posé une question. Donc, Komi, vous pouvez peut-être prendre la parole. D'accord. Merci Ousmane et merci au docteur Wali du CERGEP. Mon inquiétude se situe au niveau de l'impact qu'aura la COVID-19 sur Komi, on vous entend très mal. Peut-être il faut s'approcher un peu de votre micro. Oui, ça va? Nous entendons très mal l'intervenant actuel. Ça va, ça va. Ça va maintenant? On a l'impression que vous êtes un peu loin de votre micro. Est-ce que vous pouvez vous... Non, j'ai un écouteur, donc le micro est juste attaché à ma bouche ici. C'est bon maintenant? Oui, ça va bien, je pense. Ousmane? Alors, je disais... Ok, je pense que c'est bon. Je disais que mon inquiétude se situe au niveau de l'impact que aura cette crise sanitaire sur tout le monde. Mais on ne vous entend pas bien. Peut-être qu'il faudrait que je dise la question qu'il a posée. Oui, ça serait mieux. Alors, voici la question de Komi. Il dit merci à Christian pour vos interventions. Ma question est la suivante. Quels sont les impacts de la COVID-19 sur l'enquête Afrobaromètre Round 8? Les pays l'ayant déjà fait et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, quels sont les impacts de la COVID-19 sur l'enquête Afrobaromètre Round 8? OK. Merci à cher Komi pour cette question. D'abord, pour le cas du Gabon, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, nous avons eu cette chance de pouvoir procéder à la collecte des données avant que le premier cas de COVID-19 ne soit déclaré au Gabon. Donc, nous avons été sur le terrain au mois de février et le premier cas n'a été déclaré que le 12 mars dernier. Donc, sur la collecte de données sur le terrain au Gabon, nous avons eu beaucoup de chance. Maintenant, dans les autres pays, je crois que la COVID a un impact vraiment réellement important parce que la plupart des partenaires dans les autres pays aujourd'hui sont totalement bloqués pour pouvoir aller collecter les données. Donc, je ne sais pas combien de temps tout cela ça va prendre, mais ce qui est évident, c'est que ça va retarder, à mon avis, forcément la collecte des données, donc peut-être qui ont été définis. Ça, c'est la première chose. Au niveau du Gabon, la COVID je ne sais pas si c'est un désavantage ou un avantage, c'est que habituellement, comme vous le savez, les disséminations se font en présentiel dans une salle qui permet souvent des contacts directs, par exemple avec la presse et les universitaires et les investisseurs, donc les partenaires étrangers qui sont au Gabon et qui permettent de discuter de manière tout à fait directe avec nous. Bon, cette fois-ci, vous voyez bien que cela n'a pas pu se faire. Mais en même temps, je ne sais pas s'il faut se plaindre parce que ça permet d'avoir finalement directement dans la dissémination et la publication des données des partenaires qui ne sont pas sur place au Gabon, qui sont à l'étranger et même des Gabonais. Donc, parmi les intervenants de tout à l'heure, je reconnais des compatriotes gabonais mais installés à l'étranger, donc qui peuvent suivre directement justement la
qualité, donc la publication de ces données. Le gros handicap de cette crise sanitaire, ça va être, à mon avis, la capacité de collecte des données dans les autres pays, parce que cela va nécessiter une logistique beaucoup plus importante que ce qu'on connaît habituellement. Honnêtement, je pense que ça va être très difficile pour eux et je doute fort que nous puissions boucler le round 8 dans les délais impartis. Je n'en sais vraiment pas. Ouais. Peut-être que Hervé et les autres qui sont là avec nous peuvent peut-être nous partager leur expérience justement sur la question dans les autres pays. Docteur Wali, il y a une chose, par exemple, qu'on peut évoquer. Nous avons participé au compte de nos activités des membres du CEGEP, mais aussi du membre du comité MOST avec l'UNESCO, à une étude sur la pauvreté sous Covid, c'est-à-dire quel est l'impact, s'est posé la question de savoir quel est l'impact du Covid-19 sur le phénomène de la pauvreté au Gabon. Il faut dire les choses simplement, il était impossible de faire du terrain, puisque les sciences sociales, c'est le terrain, il était impossible de faire du terrain. Et donc, nous avons dû revoir notre calendrier pour envisager, avec le déconfinement, que l'étude se mette en marche, peut-être d'ici fin septembre. Donc, on voit bien que le confinement qui a été l'une des mesures majeures de tous les pays pour la lutte contre la pandémie a été aussi le moyen, entre guillemets, de confiner la science. Toutes les sciences, qu'elles soient sociales ou sciences dures, ont été confinées comme l'ensemble des activités humaines, notamment économiques. Et du coup, nous n'avons pas pu faire cette étude. Je doute fort que Afrobaromètre soit dans des dispositions différentes de ce. Voilà un peu. Bonjour à tous. Docteur Wali, est-ce que je peux intervenir? Qui demande la parole? Voilà. Lionel qui demande la parole. On ne vous entend pas. Il y a Lionel qui demande la parole. Lionel, ok. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous arrivez à m'entendre. Oui. Désolé déjà. Désolé du retard, je sors d'une autre réunion dont je vous prends en cours. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'assistant manager adjoint de projet pour les pays anglophones Afrobaromètre. L'intervenant de tout à l'heure a soulevé un problème très important. La COVID nous a sérieusement déstabilisés parce que sur les 35 pays que nous devrions couvrir pour la série 8 d'Afrobaromètre, nous avons aujourd'hui encore 18 pays à couvrir. C'est immense, c'est-à-dire, et nous devons absolument finir cela avant 2020. Il y a des réunions qui se font, il y a des études qui sont en train d'être faites. Comment est-ce que nous pouvons, si possible, faire les enquêtes à distance, c'est-à-dire surveiller les enquêtes qui se font à distance, mais cela dépend de l'évolution de la pandémie dans les 18 pays restants. Nous espérons que les choses vont se bouger, les choses vont changer, mais nous sommes en discussion constante avec les partenaires nationaux dans les 18 pays où Afrobaromètre doit encore aller et conduire l'enquête pour la série 8. Et j'aimerais répondre, il y a un intervenant qui parlait tout à l'heure des analyses que nous faisons sur tous les pays, en fait. Les questions sont standardisées et après on fait des analyses. C'est vrai qu'elles ne sont pas plus poussées pour connaître quels sont les drivers, quelles sont les choses, les déterminants des réponses que nous avons spécifiquement par pays. Malheureusement, on a déjà un questionnaire de 150 questions qui est suffisamment lourd parce que si vous devez maintenir un répondant pendant 40 à 45 minutes et puis il faut penser à rajouter à chaque fois des questions, ce n'est pas évident. Il faut maintenir le répondant en vie pendant le questionnaire. Donc, on ne peut pas souvent aller toujours en profondeur, poser toutes les questions, mais c'est exactement ce qu'Afrobaromètre cherche, que les gouvernants, les décideurs politiques
prennent ces données et puis essaient de comprendre ce qui pousse certaines personnes à penser d'une certaine manière et d'autres chercheurs également à pousser beaucoup plus loin l'analyse. C'est exactement ce que nous voulons, que tout le monde soit engagé. Donc, c'est une bonne chose que les gens remarquent qu'il faut bien pousser des analyses. C'est exactement ce que nous encourageons. Nous espérons également que d'ici décembre 2020, on aura pu couvrir les 18 pays restants parce que ce n'est pas évident qu'en allant vers 2021, ça avait des coûts qui vont s'ajouter et autres, c'est assez compliqué. La maladie est là, il faut faire avec, il faut s'adapter, mais on va voir. Comme je le disais tantôt, nous sommes en train d'étudier au cas par cas l'évolution de la pandémie pays par pays pour voir où est-ce qu'on peut commencer à partir, où est-ce qu'on peut commencer à faire l'enquête sur le terrain parce que, comme l'intervenante tout à l'heure le disait, l'enquête sur le terrain, c'est le social, mais on ne peut pas faire le social quand il y a une maladie qui empêche qu'il y ait des contacts sociaux. Donc, ce n'est pas facile. On va essayer de s'adapter et voir comment est-ce qu'on peut finir. OK, merci Lionel. Merci vraiment pour cette contribution. Et comme il l'a dit lui-même, vous avez entendu, Lionel est assistant de Daniel dans les pays anglophones. Et donc, il est au CDD, il travaille pour le CDD. Et donc, nous avons là des informations très précises sur la suite de la collecte. Et j'en profite, puisqu'il est revenu sur ça, effectivement, pour lancer à nouveau un appel aux investisseurs, aux décideurs, pour dire que le CEGEP est disposé à produire du nécessaire sur cette problématique que nous indiquons. Bon, nous procéderons la prochaine fois encore à une série à faire une autre dissémination sur d'autres questions, mais chaque fois nous allons, comme on le fait d'habitude, alimenter les chercheurs, la presse sur des problématiques diverses sur cette question. Et j'en appelle aussi à tous les chercheurs et à tous les étudiants pour dire que pour vos travaux de recherche, que ce soit pour des publications des articles ou pour vos travaux de mémoire, de mémoire de master ou de thèse de doctorat, eh bien, les données Afrobaromètre sont disponibles pour vous pour pouvoir appuyer vos analyses. N'hésitez pas à venir vers nous pour pouvoir solliciter justement ces données-là et nous vous indiquerons à suivre pour pouvoir collecter, pour pouvoir entrer en possession de ces données et cela ne sera que bénéfique pour vous, pour vos travaux aussi bien académiques que de vos publications. Donc vraiment, c'est un appel très large que Lionel me donne l'occasion de lancer ici pour dire à tout le monde que Afrobaromètre ne se résume pas aux disséminations. D'ailleurs, même pour les hommes de presse, sachez que lorsqu'il y a un débat national, il y a une question d'actualité, eh bien, vous pouvez vous rapprocher de nous pour avoir des données qui vous permettent justement d'étayer vos analyses et ne pas simplement faire des déclarations, mais avoir des données objectives sur lesquelles vous pouvez conduire vos analyses. Et donc, la base Afrobaromètre est là pour vous permettre donc de comprendre les phénomènes et avoir l'opinion des citoyens et des Africains de manière générale sur les problématiques qui sont développées dans nos États. Bien. Ousmane, nous allons poursuivre. S'il y a d'autres questions ou si quelqu'un d'autre voudrait intervenir directement en ligne ici. Allô? J'ai une question. Oui, présentez-vous. C'est toujours mademoiselle Onvan, la journaliste. Ok, d'accord. Vous m'entendez bien? D'accord. Alors, ma question, déjà, vous avez donné un début de réponse, docteur Wali, en intervenant tout à l'heure. C'était par rapport à l'intérêt de cette étude comparative, parce qu'au début, vous avez dit que Afrobaromètre est une étude comparative et on a remarqué qu'il y a 17 pays qui sont quand même concernés par cette étude. Donc, c'était de savoir quel est l'intérêt de cette étude comparative. Vous avez donné un début de réponse tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a autre chose à ajouter. Et vous dites également qu'Afrobaromètre est une institution neutre dont la mission est d'amplifier la voix des Africains afin d'aider à la prise de décision politique. Alors,
La seconde question est celle de savoir, depuis le début de cette enquête au Gabon, est-ce que vous avez remarqué que cela a quand même eu un impact au niveau de la prise de décision? Sinon, est-ce que les politiques s'intéressent à ce que vous faites, à votre travail? Merci. OK. Question à la fois simple, mais réponse qui peut être, qui peut paraître parfois aussi difficile. Sur la première question, donc, comme vous avez indiqué vous-même, je l'ai dit, effectivement, l'intérêt d'Afrobaromètre, c'est d'avoir des données qui sont comparables. Et c'est pour ça qu'il y a une standardisation des outils dans tous les pays dans lesquels on collecte des données. Cela permet, sur un même dossier, plutôt sur une même question, sur une actualité, de pouvoir comparer donc les opinions des populations, donc des Africains de manière générale, d'un pays à l'autre, mais aussi sur la durée. Vous voyez, là, on est à la 3e enquête. Ça nous permet donc déjà d'avoir de faire une étude rétrospective, par exemple, sur un ensemble de questions depuis 2015-2017, et ceux qui ont commencé, les pays comme le Mali, le Ghana et autres, qui ont commencé depuis le premier an 99-2021, vous voyez bien que ça fait 8 séries de données qui peuvent comparer pour pouvoir apprécier donc l'évolution de l'opinion de la population. Maintenant, au niveau du Gabon, est-ce qu'il y a un impact? Je disais que question facile, réponse un peu difficile, puisque vous focalisez spécifiquement sur les politiques et les gouvernants. Je peux simplement vous répondre que on fait un chemin. On fait un chemin parce qu'en 2015, personne ne connaissait au Gabon ce qu'était Afrobaromètre. Lorsque nous avons mené la première enquête Afrobaromètre en 2015 et que nous avons publié les premiers résultats, je me souviens que notamment un de vos confrères, pour ne pas le nommer, un de vos concurrents, pour ne pas le nommer, l'Union, en faisant un article sur les données Afrobaromètre, beaucoup nous avaient appelés au CERGEP pour dire mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et tout cela. Et le débat qui s'est posé, même dans le milieu universitaire gabonais, c'est de dire bon, mais que valent les opinions des Gabonais? Ok, vous allez vous interroger les Gabonais, mais qu'est-ce que ça vaut? Alors, ma réponse, et elle a toujours été la même, c'est que nous sommes des universitaires. Et un universitaire n'écrit pas ou ne parle pas sans avoir des supports statistiques. Or, nous avons, et nous le reconnaissons tous dans notre pays, et d'ailleurs même les gouvernants souvent le disent, c'est que l'un des problèmes que nous avons dans notre pays, c'est la statistique. Nous n'avons pas de la statistique. Ce qui fait que Afrobaromètre nous permet aujourd'hui de compiler des données statistiques qui peuvent permettre d'avoir une analyse, comme je disais tout à l'heure, objective de ce que nous avons sur des questions, que ce soit des questions scientifiques, de gouvernance et autres. Deuxièmement, vous allez observer que la plupart des baromètres qui sont utilisés dans notre pays ou même à l'échelle africaine de manière générale, ce sont des baromètres qui se basent sur les informations et les données statistiques institutionnelles. La particularité d'Afrobaromètre, c'est de nous permettre d'avoir des données statistiques qui ne sont pas institutionnelles, mais qui sont recueillies auprès des populations directement. Et c'est bien que vous ayez rappelé dans votre question précédente qu'effectivement, vous voyez bien, pour nous, vous le savez, pour nous suivre depuis la première édition, et bien que la de données se fait très facilement. Cela nous permet d'avoir des données statistiques liées directement à la population.
je m'arrête pour dire que à partir de ces données-là, effectivement, il y a au niveau institutionnel, de manière petitement comme ça, une confiance qui s'établit entre les données qui sont collectées et le regard que eux, les gouvernants peuvent avoir par rapport à ces données, et donc ils les regardent aussi bien. Et je peux vous rassurer sur cette question parce qu'on me pose toujours la question, oui, mais est-ce que le gouvernement ne regarde pas vos données simplement quand ça les intéresse? Non. Aussi bien quand c'est en faveur du gouvernement ou en défaveur du gouvernement, eh bien, ils les regardent parce que ça leur permet de savoir ce que l'opinion gabonaise pense réellement de la gouvernance qui est la leur. Donc, je ne vais pas aller au-delà de cela. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci. Je ne sais pas. En tout cas, vous me direz si j'ai répondu à votre question. Oui, merci. Peut-être juste ajouter que ce n'est pas que la politique qui intéresse Afrobaromètre. L'essentiel, comme l'a dit Dr Christian Wali, c'est de produire des données basées sur l'opinion des citoyens. Merci. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui. Par rapport à la question de mademoiselle Anvané. Par rapport à l'intérêt des gouvernants, je pense que c'est un tout, en fait. Comme le docteur Christian l'a dit, c'est un tout. C'est-à-dire toute la société civile doit s'accaparer de ces données-là et les utiliser. Comme il parlait tout à l'heure des reportages, des journalistes qui peuvent utiliser ces données-là. Au fur et à mesure aussi, si la famille scientifique gabonaise, la famille journalistique, la société civile s'accapare de ces données, le gouvernement aura, au fil des années, au fil du temps, beaucoup plus d'intérêt à regarder. Mais que disent ces gens? Pourquoi ces gens s'intéressent à ça? Que disent nos populations? Parce que de plus en plus de personnes font des reportages dessus, de plus en plus de personnes se basent sur ces données-là, en fait. Et au fur et à mesure, c'est un processus de longue haleine. Vous savez, c'est des choses qui viennent étape par étape. Déjà, chez nous, au Gabon, on n'a pas la culture, je dis chez nous parce que je suis gabonais, on n'a pas la culture de la recherche, comme dans certains autres pays anglophones d'Afrique, par exemple, ou de certains pays francophones même d'ailleurs. C'est un processus, on va crescendo et c'est un effort que toute la société civile doit faire, engager ces données-là de manière à ce que le gouvernement aussi s'y intéresse, afin de pouvoir aussi mieux formuler leur politique en se basant sur ces données-là, en fait. D'accord, merci. Je vous en prie. Christian, je ne sais pas si je peux aussi apporter mon grain de sable en tant que partenaire Afrobaromètre du Togo. Ok. Non, ça va être un camion de sable, pas un grain. Non, je voulais rebondir sur la question de Madame Anvané. Au fait, tout le monde en général parle au nom des populations, que ce soit les politiques, que ce soit la société civile et d'autres acteurs, mais très peu réellement disposent de données pour réellement étayer leur dit. Donc, on dit je suis le plus populaire, on dit la population a besoin de ça, mais on ne leur demande pas réellement de quoi ils ont besoin. Donc, le Afrobaromètre permet de pouvoir pallier à ce manque d'interactivité avec la population. Et suivre dissémination. Et en plus de ça, quand moi je prends le cas du Togo, nous on a eu de très gros impacts sur des questions très importantes comme la limitation de mandat, comme la question des réparations ou la mise en œuvre. Parce qu'il y a eu au Togo, par exemple, une question après la mort du second président. Il y a eu des négociations qui ont donné lieu à une commission de réconciliation et qui avait fait des propositions. Et ces propositions n'avaient pas été réellement mises en œuvre jusqu'à ce que nous publions dessus
et que on se rend compte que c'était des choses qui étaient demandées par le peuple. Et quelques temps après, il y a eu un ministère qui a été mis en place. Ensuite, il y a un organisme qui a été mis en place qui est maintenant en charge de pouvoir mettre en œuvre les recommandations de cette commission-là. Donc, les politiques écoutent, d'autres bailleurs sont également à l'écoute et également la société civile. Donc, je pense que c'est un processus, comme Christian l'a dit, on est au début, mais nous participons fortement au débat et nous espérons justement que les journalistes, le monde des médias et tout le reste qui anime la sphère publique puissent se référer à ces données-là quand il y a des questions d'intérêt national pour voir comment est-ce que, ou ce que les populations pensent avant de prendre des décisions. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais ajouter, que nous avons quand même un assez grand impact. Merci. Merci Hervé. Et effectivement, il faut rappeler que c'est important parce que Afrobaromètre, ce n'est pas que des questions politiques. Ce ne sont pas que des questions politiques. Il y a beaucoup de thèmes et de questions qui intéressent, comme je le disais tout à l'heure, les chercheurs, les journalistes et toute la société civile de manière générale. Donc, souvent, on focalise sur les questions politiques. Bon, c'est normal, parce que c'est ce qui fait le buzz, on va dire. Mais Afrobaromètre, ce ne sont pas que des questions politiques. Il y a beaucoup d'autres aspects. Vous voyez, par exemple, on dissémine aujourd'hui sur la question du conflit homme-faune. C'est une question au Gabon qui est éminemment sociale, okay? Qui est éminemment sociale. Et donc, vous voyez bien que d'avoir des données sur une problématique comme celle-là permettrait, d'ailleurs devrait permettre aux universitaires qui travaillent sur ces questions d'environnement, de conflits homme-faune, d'avoir des données sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Mais également, je pense que le ministère, par exemple, des eaux et forêts, l'Agence nationale des parcs nationaux, serait bien intéressé, par exemple, de regarder ces résultats et de savoir ce que les populations pensent, par exemple, de cette problématique. Vous voyez? Donc, il y a un intérêt qui est là, un intérêt important de participer au débat et, une fois de plus, à vous les journalistes, lorsqu'il y a une question d'intérêt national, d'actualité, pour vos analyses, pour vos reportages, n'hésitez pas de venir vers nous pour avoir ces données et pouvoir étayer donc vos reportages. Pour les universitaires également, n'hésitez pas pour vos travaux de venir vers nous. Voilà. On me dit qu'il y a beaucoup de questions comment dire oui, Christian. Si on peut me les remonter. Oui, Christian, bon, à quelques-unes, on a pu répondre de façon directe sur la conversation. En revanche, il y a une question d'Ambouroué. Je ne sais pas si c'est une dame ou un homme. Donc, Ambouroué posait la question de savoir si l'identité nationale, la référence à l'identité nationale, très fortement exprimée par les Gabonais, n'était pas un problème pour les identités culturelles. Ça, c'était une première chose. Et puis, une autre question qui, d'ailleurs, correspond à celle-ci, la pluralité des ethnies n'est-elle pas un frein à l'identité, à l'unité nationale? Donc, en réalité, deux questions qui posent le même problème. Peut-être déjà une première ébauche de réponse pour dire que l'identité n'est jamais une donnée figée, ni dans le temps, ni dans l'espace, parce que c'est quelque chose de dynamique. Elle est construite au jour le jour, selon les contextes, selon les moments de crise, les moments d'absence de crise ou crise latente. Donc, les identités sont assez dynamiques dans le temps. Et que ce que les Gabonais disent aujourd'hui, être proche
entre eux par l'ethnie, par la religion, par, je veux dire en termes d'acceptation, en termes de tolérance, peut ne pas être la même chose dans 5 ans, dans 6 ans, selon les contextes. La question de l'identité à la nation, l'identité gabonaise, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas figé dans le temps. Et donc, il faut faire attention à pouvoir les opposer. L'identité culturelle ne s'oppose pas, peut être en tension, c'est possible, peut être en tension vis-à-vis de l'identité globale qui renvoie à la nation, mais ça ne s'oppose pas toujours, dans le sens où ces identités différenciées au niveau culturel peuvent être le marqueur même de l'identité nationale. Donc, il faut faire attention à cela. Et d'ailleurs, ces données-là prennent le contre-pied d'un discours qui a été très fort il y a quelques années derrière nous sur le repli identitaire. Donc, vous voyez bien qu'un coup, nous avons un discours dominant sur le repli identitaire, de l'autre, nous avons des Gabonais qui s'expriment plutôt en termes de tolérance vis-à-vis de la différence ethnique, vis-à-vis de la différence religieuse, vis-à-vis de la différence politique, ainsi de suite. Donc, on peut dire que ceci participe, là aussi, d'un marqueur national. Merci, Dr Ndombi. Donc, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter à cela. C'est simplement confirmer le fait qu'il ne faut jamais opposer l'identité nationale aux identités ethniques. Parce que l'identité nationale se construit à partir des identités individuelles. Et ces identités individuelles sont la construction de ce qu'est l'être humain. Souvenez-vous de ce que nous disait Emile Durkheim à l'époque, l'être humain est double. Voilà, à partir du moment où l'être humain est double, ça veut donc dire qu'à chacun de nous, il y a une identité. Et donc, l'identité n'est pas unique. On est gabonais, mais être gabonais ne signifie pas qu'on nie le fait, par exemple, qu'on est originaire, par exemple, de Franceville. Et être gabonais ne veut pas dire qu'on nie le fait, par exemple, que nous sommes Fon. Okay? Donc, c'est parce que je suis peut-être d'Oyem en étant Fon que justement je suis gabonais. Mais si simplement je suis Fon, mais que je ne suis pas d'Oyem, mais je peux être Fon, mais en étant d'Ambam, eh bien, à partir de ce moment, je ne suis pas gabonais, je suis camerounais. Or, mon identité se construit par le fait que si je me reconnais dans l'identité gabonaise, mais c'est parce que je suis Fon d'Oyem et que le fait d'être Fon d'Oyem me différencie à quelque chose près de l'identité que peut se construire le Fon qui se trouve du côté du Cameroun. Donc, à ce niveau, il n'y a pas une opposition qui serait absolue et une opposition frontale qui serait entre le fait d'être identité nationale et identité ethnique ou identité culturelle. Vous voyez, même quand on est du même groupe ethnique, eh bien, les géographes diraient qu'il y a une territorialité ethnique. Le principe de la territorialité ethnique induit aussi donc une identité qui serait territoriale, même si on appartient au même groupe ethnique. Donc, à mon avis, le docteur Ndombi a suffisamment répondu. Il n'y a pas affrontement entre, il ne devrait pas avoir affrontement entre identité nationale et identité ethnique. Ouais, je pourrais avoir la parole, s'il vous plaît? Oui. Ouais, simplement, je dis qu'elle est ici la chercheure au CNRS, Libreville, Gabon. Simplement pour compléter ou apporter, comme disait l'autre, non pas un camion, mais un grain de sable au débat sur l'identité. Est-ce qu'il ne faudrait pas voir aussi peut-être l'inquiétude sur, ou les questions sur l'identité et autres, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt voir dans l'identité ou la question identitaire, la renvoyer peut-être à la question de l'accès aux ressources? Comme pour l'immigration dans d'autres pays, par exemple, la question identitaire se pose généralement quand se dessine ou se vit une crise. Alors, au Gabon, par exemple, l'accès aux ressources
notamment avec la notion de géopolitique à l'africaine ou à la gabonaise, a pu exacerber la question identitaire ou plutôt ethnique, qui, elle, va peut-être avoir un impact sur la perception de l'unité nationale. Alors, on peut simplement constater que l'ethnie ou l'appartenance ethnique va être utilisée comme, ou va être instrumentalisée et devenir une ressource, à la fois pour les groupes ethniques et à la fois, par exemple, pour les acteurs politiques. L'une et l'autre des parties vont instrumentaliser l'appartenance ethnique ou l'identité politique pour un accès aux ressources, notamment aux ressources économiques, aux ressources politiques en termes de postes politiques dans la haute administration, par exemple. Donc, en réalité, il ne se pose peut-être pas de façon fondamentale la question ethnique, mais simplement celle-ci est utilisée ou est instrumentalisée pour un accès aux ressources. Et c'est parfois la répartition perçue comme inégalitaire des ressources qui va amener au bout du jour les débats ou les discussions sur l'ethnie, ou alors faire de l'ethnie un problème politique ou un problème social. Mais fondamentalement, je pense que la question de l'unité nationale au Gabon ne se pose pas généralement, mais plutôt sur l'instrumentalisation de l'ethnie utilisée comme ressource qui va faire débat. Okay. J'en ai presque terminé. Permettez-moi de réagir à chaud. Docteur Etila, c'est un aspect qui, pour le sociologue que je suis, était un angle mort que vous venez d'éclairer, et vraiment, merci, bravo. Merci. OK, on va peut-être aller sur une autre question. Ben, je reprends la parole si possible. D'accord. Pour revenir sur la question de l'homosexualité, que je vais essayer de mettre en relation avec simplement la question de l'identité gabonaise. Tout à l'heure, il y a eu un débat sur la question de l'identité gabonaise et on se demandait si la pluralité, par exemple, les ethnies pouvaient faire en sorte que pourrait être une menace ou un péril pour l'identité gabonaise ou bien pour l'unité nationale. Alors, la question, le positionnement des Gabonais vis-à-vis de l'homosexualité m'amène à penser qu'effectivement, il y a une forme d'identité gabonaise qui, pour le coup, sur cette question, est fondée sur un certain nombre de valeurs communes. Là, nous voyons justement les Gabonais qui se lèvent tous pour dire leur opposition à la pratique homosexuelle au Gabon. Donc, voilà une valeur commune aux Gabonais qui peut fonder l'identité gabonaise. OK. Je pense que c'est plus une contribution qu'une question. Non, plutôt une contribution. OK, d'accord. Merci. Cher Ousmane. Oui, Christian. Je vois Anza. Vous levez la main ou bien c'est juste une erreur? Anza Osei. Anya, oui, c'est Anya. Anya Osei. Oui. Anya, oh, ok, désolé pour la prononciation. Bonjour à tous et merci le CEGEP pour la présentation. Je m'intéresse notamment sur le sujet de la démocratisation et je voudrais savoir, en comparaison avec les dernières enquêtes, est-ce que vous avez noté une tendance positive ou négative sur les questions de la confiance des Gabonais aux institutions politiques, institutions de l'État, leaders politiques, choses comme ça? Merci, c'est mon question. OK, merci Anya. J'avoue que c'est une colle que vous nous faites là parce que dans la préparation de cette dissémination, effectivement, comme la question démocratique n'a pas été prévue dans la diffusion, la publication des données, je n'ai pas eu le réflexe
vérifier les données sur la question de la démocratie. Je prends l'engagement que faites-moi, on va discuter sur, enfin, faites-moi un mail sur l'adresse du CERGEP, faites-moi un mail et puis on pourra regarder ces données et puis vous les remonter. Mais là, à l'instant, franchement, je saurais vous donner une réponse. Là, je ne peux pas. Désolé, vraiment désolé. Peut-être juste préciser que nous avons bel et bien des données sur la confiance des leaders et des institutions. Et donc, peut-être quand vous serez en contact avec Dr. Wali Wali, il pourra vous indiquer. Merci. OK. On a fait le tour des interventions. Monsieur Wali? Oui. Il y a monsieur Kofi Adaba qui vient de poser une question. Il voudrait savoir quelle est la part de la construction de l'identité au Gabon. Voilà. Ça vient à peine d'arriver. Quelle est la part? Je ne sais pas si vous l'avez lu. Quelle est la part de la construction de l'identité au Gabon? Voilà. Peut-être lui demander de repréciser un peu le fond de sa question. J'ai du mal à saisir la question. Voilà, donc peut-être lui dire de bien repréciser la question. Oui, bien la comprendre. Mais je crois qu'il est en ligne, il peut intervenir directement. Oui, c'est cela, c'est mieux. Oui, c'est bon? Oui, allez-y, M. Kofi. Merci beaucoup pour la présentation. Au fait, j'ai suivi les questions, le débat sur l'identité, l'instrumentalisation de l'identité et autres. Mais je me dis, mais l'identité aussi, c'est une question de construction. On a parlé des identités, on a parlé de l'identité nationale, mais aussi des particularités de l'ethnie, je suis d'ici ou là. Mais je me demande quel effort qui se fait en termes de construction de l'identité nationale. Parce qu'il y a plein d'identités, de l'individu jusqu'au collectif. Il y a beaucoup d'identités. Et maintenant, comment se fait cette construction-là? Dans le débat, je n'ai pas vu cet aspect-là. C'est pour ça que je voudrais remonter sur la question. D'accord, merci, cher Kofi. Je comprends mieux la question. Alors, généralement, dans un État comme le nôtre, hein, qui est un État jacobin, comme vous le savez, l'identité nationale, au-delà des particularismes donc, culturels ou des groupes ethniques, l'identité nationale se construit d'abord au niveau de l'État. Et l'État construit les identités, donc, je l'ai dit un peu plus haut dans l'échange, par un ensemble d'institutions et de symboles. Ça, c'est la première chose. Mais je crois que ce qui permet de construire aussi solidement la nation et donc finalement l'identité nationale, c'est d'abord et aussi surtout le discours politique, le discours des leaders les plus, au sens le plus large possible. Je ne parle pas simplement des gouvernants, mais je parle des discours des leaders d'opinion. Donc ça peut être des gouvernants, ça peut être des hommes d'église par exemple, ça peut être nous par exemple les chercheurs, nous les enseignants, quel est le discours que nous véhiculons et qui permet donc de construire l'identité d'un État, où il construit finalement la construction, donc d'amener à la construction de la nation. Et je pense que c'est à ce niveau également qu'il va falloir regarder pour pouvoir analyser quel est le discours, quelle est la construction qui est faite autour du vivre ensemble gabonais et qui permet finalement
aux uns et aux autres de se sentir et de se reconnaître dans la nation gabonaise. Je pense que là, à ce niveau, cet effort-là est important. Et je crois, à mon avis, que à ce jour, il y a, le docteur Nombi l'a indiqué tout à l'heure, il y a eu un intermède, il y a peut-être une dizaine d'années, du discours autour de l'identité, du repli identitaire. Il y a eu ce discours autour du repli identitaire. Le débat public a été que, bon, à un moment donné, dans notre pays, il y a des relents de repli identitaire. Je pense que sur la place publique, ce discours s'est estompé. Maintenant, s'il s'est arrêté sur la place publique, il faudra s'interroger, est-ce que, en dehors de la place publique, dans les sphères privées, cette condamnation de la question du repli identitaire s'est réellement arrêtée ou si elle continue. À ce jour, je crois que ce débat s'est arrêté et il y a donc un effort collectif de participer à la nation gabonaise. Et c'est ce qui pourrait, à mon avis, expliquer le fait de cet enracinement de ces données qui montrent l'enracinement des Gabonais à l'identité, à la reconnaissance de l'identité nationale. Docteur Wali, un élément à ajouter à l'argumentaire, c'est le fait que un des enjeux des gouvernants aujourd'hui au Gabon, c'est de pouvoir construire quelque chose autour du bien collectif, du bien culturel collectif gabonais. Et le bien culturel participe au véhicule, ou plutôt véhicule cette identité à la fois culturelle et nationale de ce point de vue. Donc on voit bien tous les efforts qui sont fournis par les gouvernants, par exemple, pour essayer d'introduire dans le système éducatif gabonais l'apprentissage des langues locales. Ceci participe bien entendu de cet effort, donc la construction de l'identité, à la fois culturelle, parce que effectivement, au regard de la structure des langues au Gabon, on connaît au Gabon autour de 40-45 groupes qu'on peut davantage regrouper, mais on sait qu'il y a 40 groupes ethno-linguistiques, ce qui fait que dans cette pluralité est déjà participe de l'identité nationale, mais en même temps, il faut aller au-delà pour pouvoir permettre que les générations qui arrivent, vous avez vu la structure de la population gabonaise du point de vue de l'occupation de l'espace, elle est à plus de 70, près de 80% désormais urbaine. Donc, de ce point de vue, l'identité culturelle du jeune Gabonais se construit en ville. Or, on sait bien combien la ville exacerbe ces moments d'apprentissage de la culture, ces moments d'apprentissage de construction de l'identité. Donc, c'est pourquoi il faut mentionner tout de suite que, comme on l'avait dit tout à l'heure, les enjeux de construction de l'identité nationale et des identités singulières traversent le temps, traversent l'espace, et qu'il ne faut pas confondre les moments d'instrumentalisation, effectivement, par le discours politique, en construisant l'identité comme un facteur d'accès aux ressources, et l'identité telle qu'elle s'exprime au quotidien dans le vécu des populations gabonaises, dans les pratiques des populations gabonaises. L'un des arguments qui s'oppose effectivement au postulat qui dirait que la pluralité ethnique est un frein à l'identité nationale, c'est le fait que l'institution du mariage bat complètement en brèche ce postulat, pour une simple raison.
les mariages au Gabon sont plutôt mixtes que plutôt mixtes que entre dans la même ethnie. Donc on voit bien que c'est une question qui, au quotidien, contraste le discours politique et les pratiques réelles des populations dans leur milieu de vie et dans leur manière de vivre leurs relations sociales. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Bien entendu, il faut dire que, comme le disait le Dr Wali Wali, on charge, dans le vivre ensemble, on charge à l'État de pouvoir mettre les conditions de construction de cette identité nationale, mais aussi les conditions de sauvegarde ou d'accompagnement de la construction des identités culturelles, puisque, in fine, le ministère de la Culture a pour vocation d'identifier et de sauvegarder les biens culturels nationaux. Qui dit bien culturel dit donc qu'il y a un effort de préservation des identités culturelles qui concourt à l'identité nationale. Ok. Je crois que... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais... Ousmane? Oui, apparemment, donc, nous avons fait le tour, à moins qu'il y ait quelqu'un qui veuille bien prendre la parole, je ne sais pas. Donc, à vous, Christian. Bien. Merci, cher Ousmane. Donc, il va me rester qu'à remercier vraiment sincèrement tous les participants pour le temps pris, parce que avec les nombreuses occupations, il faut vouloir être présent pour être présent, et donc c'est vraiment un effort important consenti par les uns et les autres. Je vous remercie sincèrement au nom du CERGEP. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, parce que nous allons avoir une autre série une autre dissémination. Je reviendrai vers vous, j'ai vos adresses mail, je vous recontacterai tous à nouveau pour pouvoir vous adresser des invitations. Et entre-temps, je voudrais mettre un mot particulier sur nos amis et partenaires journalistes et de la presse pour leur dire que déjà sur cette dissémination, j'attends vos retours par rapport aux publications que vous allez adresser. Donc, faites-moi toujours un retour, ça nous permet d'avoir des archives pour alimenter donc, notre base du réseau, et vous dire également que les données sont disponibles pour toute question d'actualité. N'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir obtenir les données utiles à vos analyses et à vos analyses, effectivement. Et je voudrais remercier tous les collègues qui ont été présents, tous les partenaires ici présents, et il ne reste donc qu'à vous souhaiter une bonne fin de matinée et un bon début d'après-midi pour d'autres qui sont déjà avancés en heure. Merci à tous, merci Ousmane, Lionel, Hervé, Kofi et tous les autres que j'oublie, qui ont été vraiment avec nous et qui ont pris du temps. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Merci, bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Merci, ciao. Merci beaucoup. Merci. Merci et félicitations. Et bien de choses à toi. Merci également. La connexion était très mauvaise ici chez nous, je n'ai pas pu intervenir. Merci, à la prochaine. Oh, désolé, vraiment. La prochaine fois. Ok, merci bien.